Bonjour à tous, je suis Josiane Fortin, conseillère en pratique éco-responsable et en technologie propre pour le Fonds Éco-Leader en Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, mon invité est Malcolm Savard, coordonnateur de l'économie circulaire Bellechasse Chemin, et il va nous en dire davantage sur ce concept. Donc, tout d'abord, Malcolm, comment décris-tu l'économie circulaire et en quoi est-elle pertinente pour les propriétaires d'entreprises d'aujourd'hui? Oui, ben, grande question. Bonjour Josiane. Comment je le décrirais en fait? Je partirais à la source, c'est-à-dire que l'économie circulaire part du fait que ben, l'humanité en ce moment, nous humains, on a des besoins tout simplement autant de s'habiller, de se vêtir, de se loger, de se nourrir, d'être connecté aussi, de travailler. Donc, puis tous ces besoins-là consomme énormément de ressources. Donc, on a besoin de ressources, que ce soit de l'eau, des carburants fossiles pour de l'énergie, pour transporter les choses, pour les transformer aussi. On a besoin de minerais pour tous nos objets du quotidien. Donc, tous nos besoins qui sont grandissants avec la population, puis avec le fait qu'on devient de plus en plus riche, si on veut, en qualité de vie, fait que ben, on consomme beaucoup, beaucoup de ressources. Puis l'économie circulaire ben, vient s'appuyer ou en fait essayer de contrer l'effet qu'on a depuis peut-être une cinquantaine d'années, depuis l'industrialisation, qui est d'extraire des ressources vierges, de les consommer, puis de les jeter ou de ne pas en faire plus avec ça. Donc, essentiellement, d'être inefficace dans l'extraction, dans l'utilisation, puis de générer du gaspillage à la fin de vie. Donc, l'économie circulaire vient, si on veut, fermer la boucle. Moi, j'aime donner l'exemple de prendre le fil qui est tendu linéaire de l'économie actuelle. Donc, on extrait, on transforme, on jette, puis on vient le courber sur lui-même pour essayer que le système de fabrication des produits, d'utilisation des produits, puis de fin de vie des produits devienne circulaire. Donc, on essaie de moins rentrer le moins rentrer possible de matière dans le système, le moins possible en sortir, puis s'assurer que les matières, les produits, les ressources, tout ce qu'on a de déjà transformé dans notre économie reste dans l'économie le plus longtemps possible. Donc, c'est ça l'économie circulaire en soi, c'est qu'on vient d'adresser carrément avec une douzaine de stratégies, puis des modèles d'affaires aussi. On vient adresser comment on va consommer cette ressource-là, comment on va la gérer en fin de vie, puis comment on va s'assurer qu'elle reste le plus longtemps possible dans le système. Donc, l'économie circulaire veut adresser ça. Puis, le côté entreprise, là, tu me demandais pourquoi c'est pertinent pour les entreprises, ben, c'est que c'est plus qu'une mode, là. On le voit dans la réglementation à l'international, dans les pratiques d'affaires aussi, autant à l'international que localement, même au Québec, au Canada. C'est une tendance que je comparerais à la transformation numérique, où est-ce que la technologie est là, la compétitivité est là, puis c'est maintenant accessible à tout le monde. Ben, si tu traînes de la patte ou si l'entreprise ou une entreprise n'engrange pas le pas tranquillement en faisant des actions vers une économie circulaire, ben, comme avec la transformation numérique, l'entreprise va finir par perdre des plumes ou va finir par avoir de la misère à suivre la tendance parce que ses compétiteurs vont devenir plus efficaces, vont économiser davantage, vont croître un peu plus vite. Donc, l'économie circulaire est vraiment comparable à ça. C'est que les pratiques d'affaires changent, les réglementations changent, les consommateurs changent, puis aussi les on va dire, pas les règles, mais les fonctionnements géopolitiques, puis tout ce qui est d'interdépendance à l'état mondial, fait qu'on doit ajuster nos pratiques pour devenir plus résilients comme entreprise, pour devenir plus compétitifs aussi. Oui, c'est à Donc, ça que je pensais aussi, ouais. l'approvisionnement. Parfois, ça peut être ardu d'obtenir certaines matières de plus en plus. Et là, le fait que l'entreprise, elle intègre l'économie circulaire, bien, ça peut justement prévenir certains risques d'approvisionnement. Ça peut être très avantageux. Et aussi, comme tu parlais, une réduction des gaspillages. En fait, quand on met ces nouvelles lunettes-là, ça nous permet d'innover, de trouver de nouvelles façons de mieux utiliser la matière. Mhm. Quels sont les avantages concrets que les entreprises peuvent tirer de l'adoption de pratiques liées à l'économie circulaire? Peut-être que tu peux nous donner un peu des exemples de quelles sont les pratiques. Oui, ben, puis encore une fois, ça va dépendre. Tu sais, comme je disais, l'économie circulaire, c'est un concept, c'est une vision, mais c'est pas une action. L'économie circulaire, on doit tendre vers là, mais pour tendre vers ça, on doit adopter différentes pratiques, différentes stratégies. On parle d'éco-conception, on parle justement d'approvisionnement responsable, on parle d'économie collaborative, donc de partager plus, donc d'utiliser les produits plus souvent. Donc,
l'économie circulaire, c'est un amalgame de 12 ingrédients qu'on a besoin d'avoir dans notre économie. Euh, Puis là-dessus, ben, chaque organisation, chaque organisme, chaque OBNL, chaque MRC, chaque humain, individu dans la société a un rôle à jouer là-dedans. Puis c'est pas tout le monde qui va appliquer les mêmes stratégies dans son quotidien parce qu'on n'a pas tous les mêmes activités, les mêmes opérations en entreprise. Je comprends. Donc, Peux-tu nous en nommer deux, justement, les ingrédients, deux ingrédients qui sont particulièrement populaires là, selon ton expérience sur le territoire? oui, ben on voit de plus en plus des symbioses d'entreprises, des symbioses industrielles, écologie industrielle. Là, il y a plusieurs termes où est-ce que ben, on va prendre une matière, un déchet, une matière résiduelle d'une entreprise, puis on va en faire de la matière première. Donc, on va créer, il y a des acteurs sur les territoires au Québec qui créent des liens entre des entreprises qui jettent beaucoup et d'autres entreprises qui ont besoin de ces matières-là. Donc, plutôt que de gaspiller d'un côté, d'acheter vierge de l'autre, on va créer des maillages. Donc, ça, c'est très populaire. L'éco-conception aussi revient beaucoup au niveau de l'emballage. Euh, mais ça va varier. Je dirais que pas mal toutes les stratégies actuellement sont exploitées d'une certaine façon dans certaines niches. Si le recyclage, c'en est une. Juste d'améliorer ces pratiques de gestion des déchets pour mieux recycler, pour mieux trier est une action. Puis on le voit de plus en plus aussi, le partage avec des communautés, des choses comme ça vont, euh, vont être de plus en plus populaires. Donc, côté avantages concrets, comme je disais, ça dépend. Donc, il va y avoir beaucoup de réduction des coûts d'opération ou des opportunités d'affaires parce que dans l'économie circulaire, on a des modèles d'affaires comme l'économie de la fonctionnalité qui va complètement changer la relation avec le client, puis offrir des produits et des services qui vont être plus sur le long terme avec un accompagnement, un service aux clients. Donc, il y a des opportunités d'affaires là-dedans, mais il y a une réduction de coûts importante. Donc, on parle de gestion de matières résiduelles, ça peut réduire les coûts. L'éco-conception réduit en général les coûts de transport ou de l'emballage en soi. Donc, il y a des pratiques comme ça qui vont vraiment avoir des répercussions, des avantages pour les entreprises. Tu as parlé de sécuriser l'approvisionnement. C'en est un aussi. Bien souvent, comme les symbioses, comme je parlais, on va davantage créer des boucles courtes, donc plus locales d'approvisionnement. Donc, on vient sécuriser d'une certaine façon. On ne vient plus dépendre d'un pays, d'une situation géopolitique, d'un couloir, corridor maritime pour s'approvisionner. Tu sais, on Des devient grèves plus aussi dans résilient. les ports, Des c'est des grèves, choses c'est qui ça, peuvent je lisais arriver. Le ça taux de hier. change, Exact. plein de Donc, on vient choses. beaucoup Ouais. plus résilient. Puis là, ben, après ça, on vient aussi suivre la tendance. Donc, on vient fidéliser une clientèle, fidéliser ses employés. Puis évidemment, ben, réduire directement et indirectement ses impacts environnementaux. Bien, justement, ma prochaine question, c'est en lien avec la durabilité financière, mais tu as nommé quand même plusieurs points là, qui sont des avantages du côté financier pour les entreprises. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des fois de se poser des questions pour l'environnement, mais ça amène quand même des bénéfices économiques pour l'entreprise. Ouais. Euh, Quels sont les principaux défis que toi, tu rencontres sur le terrain? Qu'est-ce que les entreprises te disent qui les empêchent de passer à l'économie circulaire? Je dirais pas empêcher, mais je dirais freine. Des fois, ça OK. freine beaucoup, ça freine un peu moins, mais ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Je dirais que le plus gros défi, c'est la gestion du changement, évidemment, là. Euh, il y a plusieurs autres défis. Là. On parle de financer ces pratiques-là ou ces investissements-là, le temps et l'énergie que ça peut demander, mais la gestion du changement est importante. Puis je pense que pour ça, ben, faut appliquer certaines méthodes de gestion du changement. Moi, certaines que j'aime bien, c'est la méthode ADKAR. Donc, c'est de commencer par sensibiliser, informer, puis reconnaître la nécessité d'un changement ou du moins un problème qu'on a, des problèmes qu'on a à l'interne. Si on C'est veut quoi réduire l'acronyme? notre... C'est quoi les lettres de l'acronyme, si tu veux? C'est un acronyme anglais, mais c'est OK. ADKAR. Donc, OK. acknowledge, fait que d'abord, la première étape, c'est de constater qu'on a un problème, qu'on a des choses à changer, puis ça s'applique sur soi comme une entreprise, que OK. ce soit dans ses émissions de GES, dans la gestion de ses déchets, dans ses pratiques d'affaires, des choses comme ça. Donc, on peut mener des différentes études ou simplement s'informer pour connaître qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a de besoin. Ensuite, ben, il y a le désir. Donc, une fois qu'on est sensibilisé, on doit générer un désir, avoir un désir pour changer, pour commencer à se mettre le pied dedans puis à passer à l'action.
Donc, il faut s'assurer que tout le monde, justement, est mobilisé autour de ces enjeux-là, puis a une envie d'être motivé. Puis c'est là que différents acteurs comme les gouvernements peuvent aider, tu sais, par rapport à du financement, mais il faut avoir envie. Après ça, ben, c'est de développer les connaissances, les habiletés pour que les employés, pour que l'entreprise puisse faire le changement. Puis évidemment, ben, en fin de boucle, ce qu'on peut oublier souvent, c'est le renforcement. Donc, d'avoir des indicateurs de performance, d'avoir une habitude de créer des bilans ou des rapports annuels ou triennales qui vont nous permettre de constater le changement, puis qui vont stimuler, en fait, renforcer positivement, c'est un peu comme une récompense. Donc, il faut vraiment pas oublier ça. Puis j'aime aussi beaucoup l'approche des entreprises libérées ou autogérées, où est-ce qu'on va inclure les gens qui sont impactés par le changement dans la décision, dans la réflexion, puis dans la mise en action aussi. Donc, pas juste l'imposer, pas juste l'étudier en petit comité, dire maintenant c'est ça la nouvelle procédure, puis à la dernière minute on inclut les gens qui sont impactés pour les former, pour les prendre le relais. Ben, souvent la friction est là. Donc, Mhm. d'avoir des processus pour solliciter les avis sur le plancher. Dès le début, on a une idée, on veut la mettre sur pied, on a un problème derrière, ben, c'est de la partager. Après ça, demander comment ça impacte ton travail à toi. Comment tu verrais ça pour qu'avec cette mission-là qu'on a de réduire telle émission de gaz à effet de serre ou tel déchet ou de revoir nos pratiques, ben, comment toi tu vois ça pour inclure les gens? Donc, c'est vraiment. Oui, puis justement, ce que j'entends, c'est quand on va poser les questions aux gens, il y en a plusieurs qui sont vraiment intéressés puis qui ont plein d'idées à partager, qui voient les gaspillages parce qu'eux, ils les réalisent vraiment dans leur quotidien, qu'est-ce qui est gaspillé. Donc, c'est vraiment important, je considère, Mm. de consulter les gens qui vont devoir participer au changement. Oui, sur le plancher. Idéalement, ça vient de la direction et du plancher. Donc, du moment que ces deux paliers-là sont motivés et sont écoutés, puis ils ont le go pour dire, OK, on commence à transitionner ou à changer certaines pratiques, le reste de l'organisation va s'adapter. Mais le plancher a beaucoup d'idées, puis ils sont souvent très créatifs, très appliqués, fait que c'est pas très long de mettre sur pied des pratiques quand ils sont motivés, mais il faut que la direction suive aussi. Autant qu'elle dise oui à des idées, qu'elle stimule cette culture-là de Oui. s'améliorer puis de changer de pratique, là. Effectivement. Puis la façon dont tu l'apportes, j'aime ça parce que ce que j'entends, c'est les petits pas, tu sais, de commencer. Tu sais, c'est pas obligé d'être la perfection en commençant, c'est impossible. Puis de toute façon, c'est un processus continu, cette amélioration-là. Mhm. Alors, c'est vraiment d'y aller un projet à la fois. Des fois, c'est les plus petits qui nous apportent des quick wins et là, on se sent galvanisé pour continuer. Mhm. Oui, parce que en plus, les autres freins, c'est le financement puis le temps ou l'énergie. Donc, comme tu dis, si tu veux commencer quelque chose, il faut commencer par la base, par le plus efficace, évidemment, puis par avoir des premiers résultats, tu sais, pour se tremper un peu l'orteil, là. Et puis, si une entreprise t'appelle, elle te dit, moi, je veux faire de l'économie circulaire, où est-ce que je commence? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quelle théorie ils doivent lire ou formation ou qu'est-ce qu'elles doivent faire pour savoir quel est le premier pas à faire? C'est sûr que de s'informer, comme je disais, c'est la base, là. Donc, autant s'informer, mais sinon, aller chercher de l'expertise, là. Moi, de par notre projet Synergie Bellechasse et Chemin, on fait partie de la communauté Synergie Québec. Donc, ça, c'est presque unique au Québec, c'est qu'on a une communauté d'experts sur les terrains pratiquement partout au Québec pour répondre aux questions, pour accompagner les entreprises en économie circulaire. Puis bien souvent, il est gratuit, ce service-là. Donc, sans devoir s'informer soi-même parce qu'on n'a pas le temps pour ça, le mieux, je crois, c'est de déléguer, c'est d'aller s'entourer des experts qui peuvent nous accompagner. Puis cette communauté-là, donc les synergies, allez voir synergiequebec.ca, là, il y a des projets de synergie partout dans les régions avec leurs coordonnées. C'est la base parce que c'est difficile pour une entreprise de savoir qu'est-ce qu'elle peut faire parce que, comme je disais, il y a une douzaine de stratégies. Ça Mhm. peut devenir aussi des modèles d'affaires. Puis, c'est pas toutes les stratégies ou les actions d'une économie circulaire qui s'appliquent à ton entreprise. Donc, comment trouver laquelle s'applique, laquelle a le plus d'impact, le moins d'impact, laquelle peut demander plus d'investissement, plus de temps? C'est très difficile quand tu pars de zéro, tu sais.
Puis on ne veut pas former plein d'entreprises en économie circulaire. On veut qu'une entreprise qui, pour elle, le recyclage, le partage puis l'éco-conception s'applique, bien, on veut qu'elle devienne bonne puis qu'elle maîtrise ces trois éléments-là. On ne veut pas qu'elle maîtrise tout le concept puis les stratégies derrière. Donc, oui, pour vrai, s'informer ou aller chercher de l'aide. Évidemment, après ça, ben, on rentre dans une dynamique de changement, puis une dynamique de nouvelle vision, quasiment avoir un nouveau département environnement. Donc, ça va aller souvent de parler des intentions de la direction aux employés, on va dire, parler des nouvelles intentions, de changer les pratiques, de s'adapter. Puis, à travers tout ça, ben, il y a des individus chez lesquels ça va résonner. Fait que créer un comité avec ces gens-là. Ça va être les ambassadeurs, ça va être aussi les gens qui vont être un peu plus mandatés pour sensibiliser, collecter les avis, l'information sur le terrain, puis qui vont mettre en place ces changements-là dans une certaine mesure. OK. Toi, Donc, tes vraiment le services comité comme ça. sont gratuits pour les entreprises de Bellechasse et Etchemin. Quand ces entreprises-là t'appellent, comment ça se passe? C'est quoi la procédure? Tu vas les rencontrer ou c'est au téléphone? Comment ça se passe? Moi, je les rencontre tout le temps. Parce que dans mon cas, c'est possible. Il y a d'autres régions que c'est différent. Dans notre cas, la densité d'entreprise fait que je peux passer plus de temps avec chaque entreprise, mais il y a une valeur à ça parce qu'il y a un lien de confiance qui se crée. Il y a une ouverture au sujet, au dialogue qui se crée aussi. Donc, je les rencontre. Puis, l'essentiel, c'est pas de balancer toute l'information sur l'économie circulaire. Tu sais, c'est justement étape par étape de parler progressivement de c'est quoi une symbiose. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les déchets? Donc, on va en faire de la matière première. Nous, c'est comme la porte d'entrée pour l'économie circulaire. Puis, tranquillement, ben, c'est comprendre, mieux connaître l'entreprise en faisant un audit sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'elle achète? Qu'est-ce qu'elle jette? C'est quoi ses produits? C'est quoi ses opérations? Puis, de voir éventuellement avec elle qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui pourrait être modifié chez elle, qu'est-ce qui pourrait devenir une pratique un peu plus responsable. Je l'ai fait dernièrement pour une entreprise de distribution. Ils me demandaient, là, tu sais, j'ai fait une synergie, je valorise le carton de mon voisin, puis je le réutilise sur mes palettes, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis les entreprises sont souvent là. Donc, c'est vraiment de voir, bon, ben, tes entreprises de distribution, ton impact majeur, c'est ton transport puis ton énergie. C'est pas nécessairement tes machines, c'est pas nécessairement, pour lequel l'entreprise a du contrôle, c'est pas ton approvisionnement tant que ça. Ton impact majeur est là. Donc, c'est un peu comme ça que je les traite. Puis, c'est comme ça aussi que la plupart vont accompagner les entreprises. OK, parfait. Et merci d'avoir partagé ça. Mais j'ai bien aimé ton exemple. J'aimerais ça en avoir d'autres. As-tu des collaborations qui ont été réussies sur le territoire ou peut-être dans la province de Québec? Comment ça a bénéficié aussi les parties prenantes? Ouais, ben, il y a plusieurs exemples pour vrai, puis ça va dépendre de chaque stratégie. Tu sais, là, on parle de symbiose d'industriel, mais il y a des beaux exemples aussi d'éco-conception, d'économie de fonctionnalité, d'économie du partage aussi. Mais là, Euh, il faut que tu expliques c'est quoi économie de fonctionnalité, économie du ouais, partage. Peux-tu nous donner des définitions là-dessus? ouais. Ben, par exemple, mettons l'économie de la fonctionnalité ou l'économie d'usage. Ça va être un modèle d'affaires où est-ce que on va utiliser plus longtemps et plus souvent les produits. Donc, c'est une stratégie pour garder les produits le plus longtemps possible dans l'économie. Euh, Puis c'est un modèle d'affaires où est-ce qu'on va prioriser une relation long terme avec un client, puis des revenus long terme, plus faibles un peu des fois, que de vendre un équipement. Donc, un exemple que j'aime donner, beaucoup de personnes connaissent l'exemple de Michelin, mais j'aime m'en donner un autre, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont offrir à des propriétaires d'immeubles plutôt que de vendre un équipement de chauffage, de ventilation, tant de dizaines de milliers de dollars, puis l'entreprise est responsable, l'immeuble est responsable de l'entretien, est responsable de sa fin de vie, tout ça, ben, l'entreprise qui a un modèle d'économie de fonctionnalité va davantage dire, je te garantis une certaine performance de chauffage et de ventilation, je te garantis une température assurée. De mon côté, je vais m'assurer que l'équipement est toujours fonctionnel, que l'équipement dure le plus longtemps possible parce que c'est dans son intérêt. Va réparer l'équipement. Donc, c'est un peu une vision d'un clé en main, l'économie de la fonctionnalité ou d'usage, où est-ce qu'on va davantage facturer à l'utilisation ou facturer
selon un contrat où est-ce que l'entreprise va garantir que la fonction qu'elle offre, donc chauffer, ventiler, des choses comme ça, est toujours fonctionnelle. Puis le client de l'autre côté, lui, il ne veut pas magasiner un équipement de chauffage, il veut juste du chauffage. Puis Mhm. ça s'applique à Effectivement. plusieurs autres produits. Tu sais, nous autres, est-ce qu'on veut vraiment acheter une voiture ou on veut juste se déplacer? Ben, on va avoir des communautés qui vont être un peu dans l'économie d'usage, mais aussi dans l'économie de partage, où est-ce que ben, je veux juste payer à l'utilisation, je veux juste payer pour mon besoin, je ne veux pas posséder le produit, je veux me déplacer, je veux la fonction du produit. Donc, c'est beaucoup là que l'économie de fonctionnalité ou économie d'usage, là, ça varie, qui va jouer. Mais on a d'autres exemples aussi de d'autres belles pratiques où est-ce que les parties prenantes ont des bénéfices aussi. Là, si je reprends ta question de collaboration, ben dans les symbioses, comme on fait nous autres, il y a des entreprises qui vont s'échanger des matières. Par exemple, NextGen, c'est une entreprise du Québec. Elle prend des déchets de tissus post-industriels, puis en fait des emballages cadeaux. Donc, dans ce cas-là, ben, on a carrément une opportunité d'affaires avec un déchet. On détourne d'un côté un déchet qui aurait été payant ou coûteux pour une entreprise. Puis de l'autre côté, ben, il y a un gain à une nouvelle entreprise, une nouvelle pousse de démarrer puis de se lancer. Donc, s'approvisionner localement d'une matière qui est rejetée. Donc, ici, ben, il y a un avantage pour les deux parties de réduire des coûts puis de développer ses affaires. Ben, pour les Dans le nouveaux entrepreneurs, c'est super intéressant ça, de s'informer quelles seraient les matières dans ma région pour voir est-ce que je pourrais les utiliser pour faire quelque chose. Là, j'avais entendu quelqu'un qui voulait faire des ustensiles de cuisine en bois. Et là, moi, je savais qu'il y a plein de manufacturiers d'armoires de bois franc, des fois, qui ont des rebuts de bois exotiques, des super belles matières, mais eux, quand la pièce est trop petite, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, ça peut être une bonne idée pour utiliser justement les déchets de ces entreprises-là. Oui, exact, parce que la symbiose est en fin de vie. Donc, c'est dès que ton produit est en fin de vie ou que tu as un rejet d'usine, on veut réintégrer ce résidu-là dans l'économie, puis on va la réintégrer plus haut dans la boucle d'économie circulaire où est-ce qu'on va donner une nouvelle vie aux ressources. Donc là, tu as un produit qui est en fin de vie ou tu as une matière qui est en fin de vie qu'on va jeter, brûler. Ben, là, on veut donner une nouvelle vie. Puis tu as d'autres stratégies qui veulent après ça utiliser les produits plus souvent ou plus longtemps. Par exemple, la réparation, le reconditionnement. On n'en parle pas beaucoup du reconditionnement, entre autres, mais il y a des entreprises comme ici, nous, dans notre coin Prévost, qui font des autobus. Puis ils ne font pas juste revendre, fabriquer de toutes pièces puis vendre des autobus neufs, ils font aussi du reconditionnement. Un autobus de cette grandeur-là, de un, tu ne veux pas envoyer ça pour le faire, c'est bien triste, mais tu sais, ça dure des millions de kilomètres, ces autobus-là. Donc, eux autres, ils rachètent les vieilles autobus que leurs clients ont, puis ils vont les remettre à neuf, ils vont les réparer, les remettre au goût du jour, les remettre en état, puis les revendre. Ben, pour l'entreprise, c'est bénéfique de se rapatrier ses produits dans une certaine mesure parce que c'est beaucoup moins cher de faire ça que de partir de zéro pour produire un produit. Mhm. Puis l'installation est déjà là dans l'entreprise ou presque pour réparer, pour changer des pièces, pour remettre des pièces neuves parce que l'inventaire est là, les produits sont là. Donc, il y a moyen, encore une fois, une opportunité d'affaires, mais pour une entreprise établie, de carrément reprendre ses produits puis d'en refaire des nouveaux avec, puis de refaire de l'argent sur ce produit-là. Donc, on vient prolonger la durée de vie du produit. J'avais Puis là, déjà ben, le bénéfice est entendu, partout. excuse-moi, j'avais déjà entendu une entreprise qui vendait des pièces de rechange pour réparer un objet de la cuisine. Et il y avait eu vraiment une grande popularité du site parce qu'il y avait toutes les pièces possibles. Et là, les gens étaient en mesure de réparer leur objet. Et donc, ça a permis de sauver plein d'appareils qui ne se sont pas retrouvés au dépotoir. Ben oui, puis souvent, c'est triste parce que ces produits-là ne sont pas éco-conçus, donc ne sont pas conçus pour être réparables ou pour être recyclés ou pour être. Puis l'inventaire de ces pièces-là, de plus en plus, on voit des lois là, Oui, mais oui, qui vont il y a une adresser loi ça. sur l'obsolescence programmée. Je ne sais pas si elle est Ouais. passée ou si elle va passer, là. Oui, elle est passée, puis ça régit un certain groupe de produits, là, les voitures, les électroménagers, entre autres. Mais si on se compare à la France, on compare avec la France ou d'autres pays,
la loi peut littéralement commencer à obliger aux fabricants de maintenir un certain inventaire de pièces, de fournir un. Donc, tranquillement, pas vite, les entreprises autant vont devoir s'adapter qu'il y a des opportunités d'affaires comme l'individu que tu parles, là, oui, Oui, mais qui mettent on est en mieux place un d'être prêt, service. hein? On est mieux Oui, d'être prêt avant que de se faire imposer ces normes-là ici au Canada. oui, oui, Comment tu beaucoup. vois le rôle de la technologie dans la promotion de l'économie circulaire, puis dans l'implantation de l'économie circulaire? Central, très important, là, puis je le lis beaucoup aussi dans les lectures que je fais. Tu sais, d'abord, on a besoin d'informations, on a besoin de connaissances, puis de données pour s'améliorer, pour savoir où travailler. Donc, d'emblée, ça nous prend des outils pour collecter de l'information, pour les traiter. Donc, la technologie, déjà là, est essentielle pour les symbioses industrielles, par exemple, pour nous. Pour moi, de mon côté, si je n'avais pas des outils de gestion puis de traitement de données, je ne serais pas en mesure de connaître les besoins de chaque entreprise puis de les mailler ensemble après ça. Pareil, si je veux optimiser mes procédés à l'interne dans mon entreprise, ben, j'ai besoin d'une certaine industrie 4.0, en tout cas d'appareils connectés pour optimiser, avoir une certaine intelligence pour réduire mes pertes. Ça, c'est encore d'efficacité de ressources. Pareil aussi, pour faire des analyses de cycle de vie, j'ai besoin de données terrain, j'ai besoin d'outils de calcul pour savoir qu'est-ce qui a de l'impact dans mon produit, c'est quoi sur le cycle de vie de mon produit, les impacts majeurs. Donc, il y a quand même beaucoup de besoins. Puis là, on parle de technologie logicielle, là, mais même côté équipement, des choses comme ça, ben, on veut mieux recycler, on veut mieux démanteler aussi éventuellement pour mieux recycler des matières, recycler des composantes réutilisées ou reconditionnées. Donc, des équipements de vision, des équipements de démantèlement efficaces, de séparation de composantes, des choses comme ça. C'est sûr que ça va devenir aussi central le jour qu'on va d'une manière globale, démanteler, puis devoir aller chercher toutes les matières qui sont présentement, je sais pas moi, agglomérées dans un téléphone, toutes bien soudées, puis finalement, on se rend compte que, oups, finalement, il y a une matière qui n'existe plus sur la planète parce qu'on l'a tout extraite, puis elle est toute dans un site d'enfouissement ou envoyée au fer, ben là, c'est un peu triste. Donc, on va devoir s'améliorer comme ça. Puis là, après ça, on peut aller jusqu'au captage de carbone ou l'intelligence artificielle. C'est un grand débat aussi qui est une porte ouverte, mais on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Oui, mais Donc, ça l'intelligence dépend. artificielle, j'avais déjà reçu quelqu'un dans un webinaire et il nous montrait vraiment comment ça pouvait réduire les gaspillages et comment optimiser vraiment l'utilisation de grues. Tu sais, des grues, c'est très, très dispendieux. Donc, comment optimiser tout ça, c'était un des exemples qu'il nous avait donné. Alors, j'avais vraiment trouvé ça intéressant, les opportunités de l'intelligence artificielle pour réduire les impacts sur l'environnement. Oui, vraiment. Ma dernière question, c'est comment les politiques gouvernementales peuvent-elles soutenir et encourager les entreprises à adopter des pratiques d'économie circulaire? À plusieurs niveaux. C'est le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, on va dire au niveau de l'économie circulaire, c'est beaucoup de soutenir, puis c'est beaucoup de réglementer aussi. Puis ça va dépendre de où est-ce que l'entreprise est. On voit beaucoup de financement pour, mettons, avec Point Leader ou Fonds Virage Oui. Vert, des SADC, des choses comme ça. Puis ça facilite l'accès à de la consultation, ça facilite le passage au changement, mais ça va chercher l'entreprise qui est au stade de j'ai le désir de changer ou je suis prêt, mais je ne sais pas comment. Mais les entreprises qui sont encore au stade de j'ai aucune idée de ce que je dois faire ou juste on a vu avec les nouveaux personas de Québec Net Positif, il y a des entreprises qui en ont rien à faire aussi de changer. Puis il y en a d'autres Mhm. aussi qui n'ont pas le désir, mais qui savent. Donc, ça prend des incitatifs financiers dans certains cas pour les amener à changer, les passer de j'ai pas le désir à j'ai le désir de changer. Mais dans d'autres cas, ça prend aussi des réglementations. Tu sais, j'aime comparer nos activités d'affaires à un carré de sable. Puis ben là, le carré de sable, il était pas mal grand, puis on voyait pas trop les limites, on voyait pas trop les bords de où est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut jouer en tant qu'entreprise dans notre carré de sable, tu sais, avec nos activités d'affaires. Puis plus on a la connaissance de ben, telle activité a tel impact, telle autre activité a tel impact, on se rend compte que de plus en plus, l'État, son rôle, c'est de délimiter les nouvelles frontières du carré de sable. Puis là, ben, ça va faire changer la forme de celui-ci. Donc,
l'État a quand même un rôle de réglementer. Présentement, on voit beaucoup des réglementations sur les gros générateurs d'impact. Donc, on va aller chercher vraiment ce qui va avoir des gros impacts de GES, des choses comme ça. Donc, au niveau économie circulaire, où est-ce qu'on est plus dans des pratiques ciblées, il y a moins de réglementation, puis ça peut peut-être être un peu plus long parce que c'est pas ça sur quoi les gouvernements planchent parce que c'est pas nécessairement nos plus gros problèmes. Mais l'économie circulaire, comme je le disais, c'est plusieurs petits ingrédients qu'on doit mettre tous ensemble pour créer une économie. Donc, c'est difficile de réglementer tous ces éléments-là ou de soutenir financièrement tous ces éléments-là pour que tous ces ingrédients-là émergent finalement, toutes ces graines-là émergent. Donc, c'est vraiment pour l'instant au gré des entreprises de s'adapter, mais de suivre les tendances puis de se faire accompagner. Effectivement, ben, c'est vraiment multifacteur, c'est autant personnel, autant dans les entreprises, autant gouvernemental. Donc, c'est tout le monde ensemble avec nos petits pas qu'on va faire la différence. Mais merci beaucoup, Malcolm. J'espère qu'avec tes conseils éclairés, tu as inspiré les auditeurs à prendre des actions. C'est clair qu'on a chacun un rôle à jouer dans la construction d'une économie plus durable. J'invite les entreprises de Bellechasse et des aides-chemins à te contacter pour une consultation gratuite en lien avec leur matière résiduelle et leur désir de passer à l'action. Pour tout autre projet, si vous êtes dans un autre territoire, vous pouvez m'appeler pour me parler de vos projets, puis je vais voir s'il y a des subventions qui sont disponibles, si je peux vous aider aussi à trouver des consultants pour vous aider dans votre projet. Et finalement, je veux aussi vous inviter à vous inscrire au colloque Convergence qui va être sur le développement durable. L'événement aura lieu le mercredi 24 janvier 2024 à partir de 8h30 au Centre récréatif de Saint-Henri. Je vais mettre le lien d'inscription dans les notes du balado. Au plaisir de vous y voir. Merci. Merci.